Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui devant la concession Opel, pile poil un an après l'essai de la Corsa électrique, où on avait commencé juste en bas. Et déjà à l'époque, le temps n'était pas avec nous. Avant notre essai, on va répondre à une question extrêmement importante que beaucoup de gens se posent. Le véhicule électrique peut-il vraiment être vert? Et apparemment, oui. C'est donc le Mokaï aujourd'hui qui nous accompagnera pour notre tour de l'île. Comme d'habitude, premier arrêt à Bellevue. On espère que le temps sera avec nous. À tout à l'heure. Donc on est arrivé au col de Bellevue. Comme vous le voyez, pour une fois il fait beau, parce que ça c'est beau pour le col de Bellevue. Donc on va profiter du beau temps pour faire un petit peu le tour de la voiture. Avant cela, on vous fait un petit point sur la consommation. Donc on a consommé 26% de notre batterie pour arriver jusque là depuis notre départ à Saint-Pierre. Là on a une consommation qui est à 46,8 kWh au 100, donc c'est élevé naturellement, mais on commence à avoir l'habitude. Finalement sur la Corsa de mémoire on n'était pas beaucoup moins haut. Donc en termes d'efficience, on est à peu près OK sur ce Moka électrique. Et on a parcouru jusqu'à présent 28 km. Donc au niveau de l'extérieur, ce véhicule, c'est un peu l'opposé de sa petite sœur, la Corsa. La Corsa était sage, elle était sobre, on a bien présenté ces aspects-là de ce véhicule. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus affirmé, de plus racé, de plus présent esthétiquement. Et on va le voir du coup déjà sur la face avant, avec cette calandre qui s'appelle l'Opel Vizor, qui est surlignée par la ligne de chrome tout autour. On a les feux anti-brouillard qui sont sur le bas. Ces orifices là qui vont améliorer encore plus cet aspect racé, cet aspect sportif du véhicule. Et enfin, un point extrêmement important qu'on vous développera un petit peu plus tard, les feux à LED qui sont des feux matriciels. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir rester en plein phare. Donc de côté, on est sur un véhicule qui a des jantes de 18 pouces, donc des grandes jantes. Un véhicule vraiment très étiré, très effilé. Le caractère effilé est renforcé par cette ligne de chrome là qui court sur toute la longueur de la voiture. Moi personnellement, je le qualifierais plus de crossover. On parle de SUV urbain sur les sites de Opel. Moi je le qualifierais vraiment de crossover, de SUV presque coupé, avec cette ligne de fuite vers l'arrière qui est plongeante. En termes de dimension, il fait 4,10 m de long, 1,50 m de haut et 1,80 m de largeur. Donc on est vraiment sur un véhicule assez compact, destiné à la ville. Mais grâce à cette garde-sol que vous voyez là, qui est quand même assez importante, de 16 cm, on va pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus, un petit peu comme ici sur le col de Bellevue. En fait, si je devais qualifier ce véhicule, je le qualifierais un petit peu de joie urbaine. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de couleurs. Là, on le voit dans sa couleur vert pétant, des couleurs très vives, très joyeuses. Il y a 6 couleurs, 6 coloris proposés, beaucoup de couleurs donc qui sont très flashantes. Je parle du rouge, etc. On en parlera un petit peu après, où on vous mettra un montage des différentes couleurs disponibles. Et ça apporte un petit peu de joie de vivre dans la morosité blanche, noire et grise des véhicules d'aujourd'hui. Donc sur l'arrière, on va retrouver la continuité de la ligne que je vous présentais. En fait, on la retrouve dans ces feux qui sont vraiment étirés, qui sont vraiment bien dessinés. Sincèrement, je les aime beaucoup. La largeur de la voiture pose vraiment le véhicule sur la route. Je trouve cet arrière du coup plutôt réussi. Donc on se retrouve sur la route des Plaines. On vient de passer la plaine des Palmistes là. Et je voulais faire un petit retour sur la conduite. On en parlera plus en détail un petit peu plus tard. Mais là, sur cette descente des Plaines, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que le mode de break régénère plus qu'avant. Alors, pas dans le sens où on obtient plus de batterie, enfin on récupère plus d'énergie, mais le freinage régénératif est plus marqué par rapport aux autres, à ses cousines de PSA qu'on a pu essayer, que ce soit la Corsa, la 208, la 2008, la C4, etc. etc. Tout ça, je pense que c'est surtout dû à une mise à jour de l'ensemble des véhicules de PSA, puisque maintenant, ils ont un petit peu amélioré leur autonomie, justement en jouant sur le break.
et sincèrement c'est beaucoup plus fluide à la conduite. C'est-à-dire que là où avec la 208 on avait vraiment besoin de poser le pied sur le frein sur cette descente des plaines, là depuis qu'on est parti, à part sur certains freinages marqués, j'ai pas encore trop eu à utiliser le frein et ça repose vraiment. On est donc arrivé à la Marine, donc c'est le même point qu'on avait eu pour la Fiat 500 électrique. Un site magnifique, hein, encore une fois. Donc on va en profiter pour faire un petit point sur l'intérieur de la voiture. On va vous faire découvrir les différentes options à l'intérieur, mais aussi sur la consommation. Donc là, depuis le départ, on a parcouru 57 km et on est à 84% de batterie. Donc du coup, on a régénéré 10% sur la descente, ce qui est plutôt bien en fait, ce qui est même très bien. 10%, c'est vraiment une très bonne valeur. La conso moyenne, depuis le départ, elle est stabilisée à 14,6 kWh au 100. J'ai revérifié, sur la Corsa, on était à 14. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une voiture qui est plutôt efficiente. Elle est assez basse, pour un SUV en tout cas, elle est assez basse. Et les mises à jour justement que je vous présentais du mode break ont permis également de gagner pas mal en autonomie et en consommation. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de la voiture. Je vais vous faire découvrir l'intérieur, l'avant, l'arrière. Je vais m'asseoir derrière moi comme d'habitude. Je vais vous parler un petit peu de la place conducteur. On est vraiment dans un véritable cockpit moderne. Tout est orienté vers le conducteur. Le levier de sélection de vitesse, qui était un vrai levier sur les autres voitures. Ici, on a récupéré la molette de sélection qu'on a vue par exemple dans l'e-Expert, lors de notre dernier essai, mais aussi sur la toute dernière DS4. Donc ça, c'est vraiment un point qualitatif. On voit beaucoup de noir laqué là sur cette console centrale. D'ailleurs, un petit dédicace à ceux qui vont adorer ça, mais on laisse pas mal de traces de doigts. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais effectivement, c'est un point qui peut être un peu dérangeant sur ce noir laqué. Pour le poste de conduite lui-même, on est encore une fois très loin de ce qu'il y avait sur la Corsa avec son petit écran minimaliste. Ici, on a un très grand écran configurable qui fait 12 pouces de diagonale. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter qu'il est même plus grand que l'écran média. En termes de diagonale, l'écran média fait 10 pouces. Ici, on a 12 pouces devant soi. Comme tous les médias, on commence à être habitué, il y a différents affichages. On va pouvoir afficher sa consommation, le GPS, les énergies, les flux d'énergie, etc., etc. Sur l'écran média maintenant, j'ai le principal reproche qu'on a fait à toutes les voitures de PSA qu'on a testées, c'est ces deux bandes de climatisation sur chaque côté qui nous font perdre pas mal d'espace finalement. C'est pas forcément le mieux en termes d'affichage. On a naturellement la navigation de série, l'écran est très fluide, on peut le manipuler, ça se passe vraiment bien, ça réagit très vite. On retrouve la même typo que ce qu'on avait sur la petite sœur, donc sur la Corsa, et c'est très bien parce que les graphismes sont très propres, ils sont très jolis. Ils allient toujours modernité avec sobriété et praticité. Donc comme on l'a dit précédemment, pas de révolution au niveau du média. On retrouve ce qu'on a connu sur la Corsa i et c'est tout à fait cohérent. Cependant, il est mieux orienté, il n'est plus incliné vers le haut comme on avait sur la Corsa i et donc plus lisible que celui de la Citadine. Android Auto et Apple CarPlay sont naturellement de la partie et le véhicule dispose de 3 prises USB dont 2 à l'arrière. Notre Opel est aussi équipé du GPS Réunion. La seule version à la gamme est la plus haute, à savoir l'Ultimate. Nous disposons donc de nombreux équipements tels que l'accès main libre, la caméra de recul et les radars avant et arrière, des lumières d'ambiance à LED ou encore le chargeur à induction. La climatisation est automatique et se règle avec ces gros boutons. C'est pratique à l'usage, tout tombe sous la main et on va pouvoir régler facilement notre température et le soufflage. Au niveau des commandes au volant, on n'est pas perdu par rapport à ce qu'on avait vu sur la Corsa i. Sur la partie droite, c'est la commande du média. À gauche, la partie commande des aides à la conduite. Donc on a le régulateur adaptatif et le limiteur de vitesse, classiquement. On va pouvoir régler la vitesse ici via ce bouton. La lecture des panneaux qui permettra du coup de ramener la vitesse lue sur le panneau dans le régulateur via ce bouton mémoire.
Et du côté média, pareil, donc pour régler les sources et le volume ici. Comme sur la Corsa i, encore une fois, on a des boutons vraiment très réactifs. Ils sont présents quand on appuie dessus, on a un vrai ressenti, c'est vraiment agréable à manipuler. Et ça rassure, ça apporte un côté qualitatif à la voiture. En termes de position de conduite, donc moi je fais toujours 1,85 m, je suis toujours gros mais pas trop. Donc la voiture se règle, le siège se règle en hauteur et en profondeur, donc comme beaucoup de voitures aujourd'hui. Mais là où c'est intéressant, c'est surtout sur le volant, donc puisqu'on a bien un réglage en hauteur classiquement, mais aussi en profondeur. Donc moi, pour moi qui suis plutôt grand, c'est un avantage, ça me permet de trouver ma position tranquillement. Globalement, les sièges sont plutôt confortables, c'est pas le mieux qu'on ait vu, mais c'est loin d'être le pire aussi. Je ne suis pas très fan de l'Alcantara, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Je trouve que ça chauffe un peu, mais c'est vraiment mes goûts personnels. C'est très joli, mais pour moi c'est pas forcément hyper pratique au quotidien. Je vais m'asseoir derrière moi, on va voir ce que ça donne. Donc le test habituel de 20 qui s'assoit derrière 20, j'en profite pour vous marquer le monogramme I qui est là, qui marque bien qu'on est sur une voiture électrique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est plus sur un crossover que sur un vrai SUV. Donc à un moment le style se paye. Et effectivement c'est là qu'il se paye. Hop. Donc assis derrière moi, je passe. C'est pas la Fiat 500 non plus. Mais clairement vu le gabarit de la voiture, je m'attendais à avoir plus de place que ça. Et je suis à peu près sûr que j'avais plus de place dans la Corsa. Donc là le siège est réglé à ma place. Je pense que je suis à mes aises vraiment à l'avant. Je pourrais l'avancer un petit peu mais pas beaucoup plus. Donc un petit peu déçu sur cet espace arrière. Mais ça fonctionne pour des enfants ou pour des gens un peu plus petits que moi. Je reste quand même quelqu'un d'assez grand. À l'intérieur, on retrouve des matériaux de bonne facture avec les sièges en Alcantara, chauffants, très beaux, certes, confortables, mais très chauds. Malheureusement, ils ne sont toujours pas électriques. Concernant la console centrale, la stratégie de Stellantis reste la même pour les marques de PSA et très peu d'indices que nous sommes dans la version électrique du Mokka. Le bouton I juste là et c'est tout. Cette stratégie vise à ne pas trop perdre les anciens clients qui passeraient de l'ancien Mokka au nouveau, surtout en électrique. Et effectivement, on retrouve quelques touches de la première phase dans l'agencement des boutons par exemple. Je vais vous présenter un peu le coffre qui s'ouvre de cette manière un petit peu originale. On est sur une contenance de 350 litres. On est arrivé donc à Kélonia, on est au spot de la Tortue. Donc on profite, il fait encore beau. Soi-disant on devait avoir de la pluie toute la journée. Donc là on en est à la moitié. On a mangé 50% de la batterie. Du coup on a parcouru 143 km avec ces 50 premiers pourcents. Donc ça nous fait 286 km. Et oui. En théorie en tout cas on fera les calculs finaux une fois arrivé à Saint-Pierre. Pour l'instant la consommation s'est stabilisée à 15,7 kWh au 100, ce qui est vraiment très bien. Après là on a pris une grande descente pour arriver jusqu'au niveau de ce spot, donc ça va remonter un petit peu quand on va reprendre la 4 voies. On profite de l'arrêt pour vous parler un petit peu des chiffres. Donc comme on l'a l'habitude chez PSA, on est sur une motorisation de 136 chevaux. On commence à bien connaître ce moteur-là. On a 260 Nm de couple, donc un moteur de 100 kW, 136 chevaux et 260 Nm de couple. La batterie, c'est toujours la même, 50 kWh brut et 46 et quelques, 46,2 je crois, en capacité nette. En termes d'autonomie annoncée sur ce véhicule, selon le cycle WLTP, on a 342 km. Les autonomies ont été mises à jour il n'y a pas très longtemps, donc elles sont up-to-date maintenant, on va dire. Grâce justement aux différentes mises à jour qu'ils ont pu faire, à la fois sur le contrôle moteur de la voiture, mais aussi au niveau des pneumatiques, etc. Ils ont gagné quelques kilomètres d'autonomie sur les véhicules PSA. En termes de recharge maintenant, donc comme d'habitude, on est habitué maintenant, on a de la recharge en courant alternatif, de la recharge à courant continu. En courant alternatif à la maison, il vous faudra grosso modo 7 heures pour recharger sur une borne. Sur une prise renforcée, il faut compter 19 heures à peu près.
Donc ça c'est bien sûr pour du 0 à 100%. On n'arrive jamais en panne chez soi, donc en vrai on mettra moins de temps que ça. Vous commencez à connaître l'histoire. En termes de recharge à courant continu sur l'île, on a du 24 ou du 50 kW de disponible chez Engen et Total. Donc là, en à peu près 20 minutes chez Total, on récupérera 100 km d'autonomie. Et chez Engen, il faudra compter grosso modo 45 minutes pour avoir ces mêmes 100 km. Donc là, on va reprendre la route, on va finir notre petit tour à Saint-Pierre et on vous fera un bilan final arrivé à Saint-Pierre. À tout à l'heure. Donc nous voilà maintenant en route, on est sur la dernière ligne droite, sur les derniers kilomètres entre Saint-Leu et Saint-Pierre. Je vais profiter là de la 4 voies pour vous parler un petit peu des équipements de la voiture, vous présenter un petit peu le niveau de finition. À savoir que chez Opel, ils ne disposent finalement plus que d'une seule finition, c'est celle qu'on roule actuellement, la version Ultimate, donc qui est la version la plus haut de gamme, la plus équipée. Donc naturellement, vous allez retrouver toutes les aides à la conduite qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules aujourd'hui, en tout cas de véhicules électriques. Mais ça fait du bien de rappeler que ce n'est pas forcément aussi évident que ça que tout cela soit présent. Donc on va retrouver le régulateur adaptatif avec le maintien en voie. Donc là, si je lâche les mains, la voiture se maintient dans sa voie tranquillement. Naturellement, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques qui viennent de s'arrêter alors quand la pluie s'est coupée. Vous allez également avoir la clim automatique, etc., le freinage automatique d'urgence. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles on est habitué. Par contre, un équipement qui n'est pas disponible en général sur ces niveaux de finition, donc sur les constructeurs généralistes tels que Opel, c'est les feux à LED matriciels. Donc qu'est-ce que c'est que les feux à LED matriciels? En pleine nuit, vous allez pouvoir rester constamment en plein phare. C'est le contrôleur des feux qui va éteindre juste certaines parties du feu afin de ne pas éblouir les voitures qui arrivent en face ou alors les voitures que vous suivez. Donc en fait, autour des voitures qui vous précèdent, ce sera plein phare, vous allez avoir une visibilité périphérique parfaite, mais la voiture qui est devant vous, elle ne vous verra pas en plein phare, elle vous verra en code comme d'habitude. Et donc du coup, elle ne sera pas éblouie et vous aurez une visibilité qui sera fortement améliorée. Donc j'ai pu essayer ce système, effectivement ça fonctionne très bien. On voit bien les parties s'obscurcir quand il y a des voitures qui arrivent en face pour ne pas les éblouir, alors que tout autour on reste en plein phare et ça améliore franchement la visibilité hors agglomération. On est de retour à Saint-Pierre, donc devant la concession Opel. On a fini notre tour de l'île, on a parcouru 182 km, pas de mal au dos, donc on est bien installé dans ce Moka électrique. On va donner du coup les résultats suite à ce tour de l'île de 180 km. On a parcouru, on a fait le parcours avec 16,6 kWh au 100 km de moyenne en consommation. Et il nous reste précisément 33%, donc un tiers de la batterie. Ce qui fait que si on fait les calculs, on arrive à 272 km d'autonomie, ce qui est cohérent par rapport à la taille de la batterie, à savoir 46 et quelques kWh. Avec la Corsa, on était arrivé à 295 de mémoire, donc on est un peu en dessous naturellement. La voiture est un peu plus grosse, il y a un peu plus de place à l'intérieur, elle est un peu plus lourde également. On va aussi maintenant pouvoir vous présenter les tarifs, enfin le tarif de ce Moka électrique, puisque, je le rappelle, il n'y a que cette version Ultimate qu'on vous a présentée aujourd'hui. Dans cette finition, le Moka électrique se présentera à 44 500 €. Comme d'habitude, hors bonus, hors prime à la conversion, hors tout. Donc le prix facial avant toutes les remises, c'est 44 500 €. Pour cela, vous avez donc la version la plus équipée, la plus haut de gamme, connue sous le nom d'Ultimate, où vous avez vraiment tous les équipements disponibles à la gamme. Donc c'était Twenty pour l'essai de ce Moka électrique sur Stator. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos proches, à ceux qui sont intéressés par la voiture. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, nos autres contenus qui vont vous en apprendre plus sur les voitures électriques. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!